Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci parce que vous êtes en train de suivre votre chaîne CSS Télévision, canal studio satellitaire. C'est vrai, vous avez choisi le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est nous, 63 ans après l'indépendance. Il faut réellement chercher les têtes bien faites de la nation pour décrypter les grandes lignes de notre parcours. Hein. Donc, 63 ans, c'est déjà beaucoup. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous avait annoncé qu'on aura la crème sur ces plateaux. Il y a déjà les quêtes bien faites. Ici, je suis avec le professeur Kambaï Boacha, recteur de l'IFASIC, professeur des professeurs. Il est ici avec nous, l'historien de notre pays. Professeur Kambaï Boacha, soyez le bienvenu. Je suis heureux de te parler. Le micro. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Ferdinand Cambéré, ancien ministre honoraire. Il est ancien ministre honoraire, ça s'est dit, non? Voilà. L'ancien ministre, c'est mieux. L'ancien ministre, il est aussi secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher de Joseph Kabila Kabangé. Il est ici avec nous. M. Ferdinand Cambéré, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour m'avoir invité ce jour, ce grand jour. Je profite de cet instant pour souhaiter joyeuse fête de l'indépendance à tout le monde, à tous les Congolais. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence d'un doyen. Lui, il s'appelle Monsieur l'ambassadeur Alain Atoundou, l'homme qui a beaucoup donné pour l'émergence de son pays. Il est ici avec nous. Monsieur Alain Atoundou, soyez le bienvenu. Merci de l'invitation. Voilà, de l'autre côté, il y aura la présence de Monsieur Willy Makache, mais si lui, il ne se présente pas, c'est possible d'avoir sur ces plateaux Monsieur Norbert Yamba Yamba. Alors, avec ces castings, on va offrir à la nation des analyses meilleures pour le développement de notre pays. 63 ans après l'indépendance, la grandeur du Congo dépasse-t-elle l'élite congolaise? Que faire pour booster son épanouissement? 63 ans après l'indépendance, la grandeur du Congo dépasse-t-elle l'élite congolaise? Que faire pour booster son épanouissement? Je préfère commencer avec le professeur Kambaï Boacha. Professeur d'entrée des jeux, l'indépendance c'est quoi? Écoutez, vous posez la question à quelqu'un qui excelle beaucoup dans l'histoire ou l'être des mentalités. Quand vous parlez, vous entrez dans les mentalités, vous êtes dans le domaine de la théorisation, de la représentation. Je me représente quoi? Quand on me pose la question sur l'indépendance, signifie quoi? Directement, je me mets dans la théorie, sans être universitaire, sans aller dans l'université. Qu'est-ce qu'on pense de la théorie? Maman, papa, l'indépendance pendant les années. Quand vous posez cette question à Lingala, vous aurez des réponses formidablement fausses, formidablement belles, qui, quelque part, ne représentent pas ce que vous avez étudié à l'université, selon le dictionnaire Larousse, Cahier ou Quillet, etc. L'indépendance, c'est quoi? Pour les Belges, l'indépendance, c'est quoi? Parce qu'il semble-t-il qu'on nous a donné l'indépendance. Semble-t-il qu'on nous a octroyé l'indépendance. Semble-t-il que nous avons eu notre indépendance. Tout bas qui dit. Semble-t-il que nous avons arraché l'indépendance. Semble-t-il. L'indépendance, c'est quoi? C'est difficile de vous dire ça aujourd'hui. Bon, tous les indépendants. Maman, dans son chant, tu diras, tous les indépendants. Ton communication moko. Ça signifie quoi? Et ça signifie la liberté? Ah non. Tout à l'heure, nous allons expliciter cela. Bon, dans un premier temps, on dira simplement Tokomi Busumoko. Faites ça en lingala. Toza indépendance. Même quand il dit en lingala, Toza indépendant, ça veut dire quoi? Tokomi Busumoko. L'autre dira Mindele Bakei. L'autre dira Tokomi Busumoko, Toko décider. Est-ce que vraiment nous décidons nos affaires nous-mêmes? Toza armée Nabiso. Ah, est-ce que vraiment nous avons notre armée?
tout ça, universitaire dans l'Abisso, universitaire dans l'Abisso. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous avons ici sur ce plateau, je pense, nous avons le temps et des gens crémeux qui peuvent réellement dire que nous devons faire attention du contenu de cette notion terme aux alliés indépendants. Non, nous pouvons aller aux Nations Unies. Notre drapeau est en train de drapeler. Je ne sais pas si le mot existe en français. Et puis, nous pouvons aller dans les grands forums internationaux sans vraiment être international. Vous comprenez? Donc, moi-même, je me trouve dans la difficulté de définir, je n'ai pas les définitions, dans l'entendement que j'ai de l'indépendance. Bon, nous sommes plus colonisés, voilà. Okay. Nous sommes plus colonisés, voilà. Voilà. Alors, Monsieur Ferdinand Comberet, votre compréhension aussi de l'indépendance, c'est quoi? Bon, merci, Monsieur Delphin, pour m'avoir associé à ces réflexions, à ces analyses. Plus pour commémorer l'indépendance à notre façon, parce que finalement, toutes les questions depuis ce matin, en tout cas de ceux-là qui m'ont appelé, c'était de se demander, comme vient de le dire les grands profs, Kambaï Bouacha, est-ce que nous sommes encore indépendants? Si on l'a été, pourquoi de plus en plus nous ne voyons plus cette fête être commémorée comme à l'époque où on voyait des grands défilés, où on voyait des grandes fêtes pour commémorer cette indépendance? Est-ce que l'espoir est perdu même chez ceux-là qui nous dirigent? Et là, je vous parle de ma ville de Butembo, par exemple, ce matin, où alors que la journée où cette fête de l'indépendance est censée être une journée fériée, mais là-bas, l'impression, c'était comme une journée plutôt morte, qui est généralement appelée par l'opposition, la société civile, pour faire pression à un gouvernement. Mais ici, les gens ne voulaient pas rester chez eux d'eux-mêmes. Les gens voulaient travailler. Et là, ils ont retrouvé des policiers devant dans les centres-villes pour demander aux gens de ne pas ouvrir les magasins. Et là, ils n'étaient pas d'accord. Pour vous dire en réalité que l'essence qu'on voudra bien donner à cette indépendance, est-ce que même le premier qui a été, comme le développe le professeur, est-ce que nous-mêmes, nous l'avons gardé jusqu'à aujourd'hui? Si c'était pour chasser les colons, est-ce que nous avons gardé ces sens qui étaient là au 30 juin 1960? Plusieurs interrogations, de toutes les façons, parce que même le 30 juin 1960, souvent on perd de vue que l'euphorie de l'indépendance n'a pas duré un mois. C'était presque 7 jours seulement, que tout de suite c'était déjà l'armée comme instrument de Léopold II qu'il utilisait pour atteindre ses objectifs contre les citoyens congolais. Cette armée s'était déjà révoltée, je crois, au 7 juillet, alors que l'indépendance était le 30 juin. Donc au 7 juillet, avec le général Émile Janssens, qui, même lorsqu'il faut leur pétition pour contre les injustices, disait-il, mais tout de suite, même le général n'était pas là pour jouer, pour calmer le jeu. Il enflammait, rappelez-vous de sa phrase-là, mythique, qui restera historique, où il a dit « Après l'indépendance égale à l'indépendance » et qui a encore surchauffé tous les esprits. Donc il y en a qui peuvent déjà partir des faits comme ça, des événements comme ça pour dire en réalité quand est-ce qu'on a été indépendant, parce que la machine de l'impérialisme belgo-américaine était déjà mise en branle pour mettre à déroute, tu as parlé de l'élite congolaise de l'époque, qui devait prendre le relais pour diriger le pays et travailler pour un
bonheur collectif en faveur des Congolais. Vous le savez, tout de suite, c'était un coup d'État. Après ça, que je peux appeler institutionnel, parce que souvent on parle du coup d'État de Mobutu, le général Mobutu à 65, mais on oublie celui des 60. Lorsque finalement le Premier ministre Lumumba est renversé, en réalité, sans organiser d'autres élections pour mettre un nouveau Premier ministre, même si le président Kasavubu était resté, mais le premier coup d'État institutionnel, qui est une crise, est d'abord parti aussi de ça. Alors donc, comme ça, plusieurs événements pour dire oui, en fait, l'indépendance, mais oui, est-ce que dans la tête de l'élite, cette indépendance a déjà été... Est-ce que l'élite s'est déjà approprié cette indépendance pour prendre le destin de notre pays, le destin du peuple congolais à main? Mais l'impression est que, en réalité, on est parti des crises en crise, des guerres civiles. Vous le savez, des 60 après la mort de Lumumba, assassinat. On est entré dans une profonde crise jusqu'à 64. Finalement, c'est le coup d'État de Mobutu soutenu aussi par ces impérialistes qui vraiment s'installent dans une dictature de 30 ans, de 32 ans. Voilà, donc on peut continuer jusqu'à Mouzé arrive et tout de suite ceux-là qui étaient des alliés qui se retournent contre lui. Finalement, c'est son fils Joseph qui arrive. Mais avant que Mobutu ne parte, vous savez aussi la méthode, il y avait la conférence nationale souveraine, mais qui était un lieu de porteur de beaucoup d'espoir pour les Congolais, parce qu'on pensait que lorsqu'il y aura des réformes pour la refondation de l'État, quitter la dictature pour donner une nouvelle démocratie ou un système qui serait plus proche de la population, mais on a fait 6 ans sans produire un projet de constitution. C'est, je crois, en 96 finalement qu'un projet de constitution qui proposait le fédéralisme, mais là aussi c'est tout de suite l'AFDEL qui est venu de l'Est. Ainsi de suite. Donc, je vous parle ainsi des crises où chaque fois il y a l'espoir, mais tout de suite il y a un mécanisme pour recréer des crises telles que, après l'assassinat, c'est finalement son fils qui vient, qui a réussi à organiser 3 cycles électoraux. Mais là aussi, après ces 3 cycles-là, avec le régime qui est là, est-ce que nous avons assez tiré des leçons dans tout ce qui a commencé depuis 60 jusqu'à aujourd'hui? Voilà ce que merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Aléatou, de la même question à vous aussi. Votre compréhension d'abord de l'indépendance. Permettez-moi d'abord d'exprimer une pensée particulière envers tous les chefs d'État qui nous ont dirigés pour avoir sauvegardé le patrimoine de notre pays, c'est-à-dire l'unité nationale et la conscience nationale, l'intégrité du territoire et la souveraineté. Chaque chef d'État de la République s'est battu pour cela. Et aujourd'hui, nous voyons que le président Tshisekedi est à l'avant-plan. Pour répondre à votre question, je me pencherai plutôt vers la définition ou le constat fait par le professeur Kamba Ibwacha. Tokomi Bisomoko, Mindele Bakei. Ce qui philosophiquement signifie contre les faits, les arguments ne valent rien. Nous sommes indépendants, nous participons aux activités d'indépendance de par le monde, nous défendons notre souveraineté. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun de mettre en cause notre indépendance en nous empêchant, par exemple, d'assister aux réunions des Nations Unies, de l'OMS, etc., etc. Donc ça, c'est un élément important. Alors, l'indépendance. Est-ce que dans le monde, il y a un pays qui est vraiment indépendant? Prenons les États-Unis. Ok. Est-ce que le gouvernement des États-Unis est indépendant? On vous dira non, ce sont les pétroliers, non, ce sont les armateurs, non, c'est Coca-Cola. Donc, c'est une quête de chaque institution d'État que de sauvegarder
son indépendance par rapport aux intérêts particuliers. L'indépendance, c'est par rapport à l'intérêt national. Les autres qui essaient de combattre, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, c'est pour des intérêts particuliers. Donc, puisque nous continuons le combat, eh bien, je dirais que nous sommes indépendants. Voilà. Merci à monsieur l'ambassadeur Alain Atoundou. Je vous rappelle la thématique d'aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, la grandeur du Congo dépasse-t-elle l'élite congolaise? Que faire pour booster son épanouissement? Alors, j'aimerais donner la parole au professeur Kamba Iwacha, l'historien. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple se sent capable d'exiger son indépendance? Quels sont les éléments qui précèdent? Vous comprenez, il y a une grosse difficulté au Congo. Premièrement, il y a une grosse difficulté en Afrique. Et globalement, une grosse difficulté chez des peuples jadis grandement colonisés, grandement aliénés. C'est chez ces peuples, et en observant comme il faut le peuple congolais, on trouve que ce peuple est assoiffé de slogans. Okay. Le slogan. On gobe les choses sans toutefois aller à l'intérieur de ces choses. Tu comprends la difficulté? Nous expliquons des choses aussi sérieuses dans une langue que nous ne maîtrisons pas du tout. On ne peut pas dire, moi en tout cas particulièrement, je ne peux pas dire que j'explique comme il faut les choses congolaises, soit religieuses ou politiques à tout point de vue, comme si j'expliquais à Lomongo ou en Chiluba ou en Kikongo, etc. Il y a toujours une dichotomie existentielle entre ma façon de penser, ma façon de voir, etc. J'ai fait un effort pour que ce que je dis, d'après mon langage, reflète ce que, comme Africain, comme Congolais, élite. Okay. Élite. Posez la question avec votre micro-baladeur, mon ami. Posez la question, même aux universités. Qu'est-ce que c'est l'élite? Okay. Nous allons tous gratter la tête. On ne te dira pas ce que c'est l'élite. Alors quelqu'un te dira, ah, comme à Sorbonne, quand j'étais à Montréal, mon professeur a dit, celui-là a dit, mais c'est quoi l'élite? Ok. Le bon, on a qui wololo, on a qui ngwati, qui ngwandi, qui luba, qui pygmé, le bango. Mais on ne te dira pas, moi je suis élite. Quelqu'un te dira, parce que je parle français, donc je suis élite. Quelqu'un te dira, parce que j'étais à Sorbonne, donc, mais ton donc là, tu le places à quel niveau? C'est quel syllogisme ça? Et il est de quelle figure? On dit plutôt à l'époque, quand on parlait de l'élite, on faisait allusion aux évolués. Ah ouais, mais encore une fois, voilà. Un terme, sloganisé, évoluer. Évoluons, évoluer. Vous voyez, c'est très difficile. Mon entendement est que l'élite, loin d'être ce qu'on pense, c'est des catégories régorgeant des hommes au nombre relativement petit. Parce que le bien pour un peuple, l'avenir pour un peuple, le destin pour un peuple n'est pas l'affaire de tout le monde. Que l'opinion publique catégorise déjà, n'est-ce pas, comme meilleur, okay. Comme bien. Quelqu'un qui prend le projet pro. Hey, il y a un philosophe qui me regarde avec des yeux, lui il saura expliquer ça. Le pro trait d'union j'ai. Okay. Vous comprenez? Okay. C'est celui-là qui regarde le peuple, qui dit moi je pense que pour le bien de cette population, pour le bien de ma famille, pour mon bien, il faut, en termes de projet. De telle manière que le peuple, la masse, la famille puisse dire ah, motoyo akoki pona biso yeyo. C'est ça pour moi l'élite. Okay. Vous irez donc chez la maman maraîchère dans son champ. Ah papa, pona ngai namoni motoyo auza molamo, motoyo aolanda biso, motoyo alingatolia 3 fois par jour.
Montoyo, on repère cette soumisala. Montoyo, Naroulia, Montoyo, Naroulia de là-bas. Pour cette maman-là, c'est ça l'élite. Et c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Vous allez dans l'armée, vous trouverez, ah non, Général Oyo, Ate, à Moto, à Malonga, à Zaliboy, dans Zela, Kutumzayote, à Peso Conseil, ok. Bon, étudiant Oyo, à Zaboy. Vous comprenez ça? Donc la personne jugée par l'opinion publique comme étant meilleure. C'est ça l'élite pour moi. Maintenant, revenons à votre question quand vous dites, est-ce que le pays, l'histoire du pays ne dépasse pas l'être élite? Mais bien sûr que oui. Parce que la grandeur du Congo dépasse-t-elle l'élite congolaise? Oui, la grandeur du Congo, ça veut dire quoi la grandeur? C'est la taille ou bien la grandeur, la notion de grandeur. Ok. La notion de grandeur. La grandeur du Congo. C'est en termes de valeur. C'est en termes de motouya. Ok. C'est en termes de poids. Est-ce que le pseudo-élite là, il a le poids de la grandeur du Congo. C'est quoi la grandeur du Congo? Plus de 2 345 000 km². Cette élite universitaire, il peut assumer ça? La grandeur du Congo, c'est combien de richesses? Okay. La grandeur du Congo, c'est 100 millions de peuples aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce peuple-là puisse être bien? Mais messieurs, être bien par comparaison. Mais aller en Amérique, je ne fais pas l'apologie. Aller en France, aller chez le peuple que vous appelez développé aujourd'hui. Mais ils ont raison de dire développé, même s'il y a des gaffes là-bas. Est-ce que le Congo peut dire la même chose? L'élite chez nous, c'est celui qui a été à l'école, à l'université, mais c'est celui qui a volé. C'est celui qui viole. C'est celui qui triche. C'est lui qui prie mal. Qui ne sait même pas pourquoi il prie. Comment voulez-vous que cette élite-là puisse travailler pour le bien du Congo? D'ailleurs, j'ai un problème. Vous comprenez, il y a vraiment un grand problème. Et ne vous étonnez pas que 63 ans, déjà, nous pataugeons et nous sommes dans la boue bouillante. Voilà. Alors, M. Ferdinand Cambéré, est-ce le Congo peut être fier de ses élites? Bon, lorsque vous aviez posé la question, moi-même je me demandais qu'est-ce que vous attendiez comme réponse. Et je crois que le professeur a raison. Bon. Peut-être fallait-il demander si la grandeur ou la puissance du Congo, ou si la force ou la grandeur du Congo, est-ce le fait de son élite ou, enfin, le Congo, pour sa grandeur, est-ce le fait de son élite ou pas? Bon. Et à ce moment-là, parce qu'il a bien défini l'élite, souvent, le contenu ou le contour est souvent difficile à cerner, mais en réalité, élite, ce sont ceux-là qui sont préparés à être des serviteurs de la société. C'est ça la question. Est-ce que le Congo peut être des fier serviteurs de la société? Et les professeurs viennent de le dire. Cette élite, depuis 60, formée pour servir la société, l'ont-ils fait? Ou on a formé des voleurs, comme il dit. Des gens qui n'ont pas en réalité cet esprit de servir la nation. Parce que même quand on est appelé ministre, un ministre, c'est autrement dit un serviteur. Mais est-ce que lorsqu'on est nommé ministre, on est réellement serviteur? Est-ce qu'on est au service de la société? C'est cela. Donc, est-ce que depuis 60, le Congo a haï ou a mérité l'élite qu'il a aujourd'hui? C'est ça la problématique, je crois, par laquelle nous avons commencé pour dire, est-ce que l'indépendance elle-même, l'élite qu'il y a-t-il réussi à se l'approprier? Il a dit, le grand frère André, lorsqu'il dit, oui, nous nous déterminons comme indépendants par rapport aux autres États, par rapport aux autres souverainetés. Et à cet instant-là, des institutions qui s'expriment en tant que telles, nous sommes indépendants. Bon, est-ce qu'il y a un État qui est réellement indépendant à soi
Ou est-ce qu'il faut attendre l'indépendance par l'autarcie ou vous voulez simplement vivre sur vous-même, par vous-même et ne dépendre de quelqu'un d'autre? Je crois que ce n'est pas ça l'indépendance. Les États vivent dans une interrelation des États les uns envers les autres, tel qu'il y a des lois, il y a des conventions qui déterminent la fonctionnalité des États, mais des États qui sont indépendants, mais qui dépendent les uns des autres. Mais ce qu'il y a, il faut savoir défendre les intérêts nationaux face aux intérêts des autres. Ces autres États-là, la différence peut-être avec la nôtre, évidemment l'expérience des 65 ans, parce que si nous prenons de 1885 où finalement jusqu'à 60 où on a eu l'indépendance, il y a plus ou moins 75 ans je crois. Est-ce que ces 75 ans ont suffi pour préparer une bonne élite qui devrait prendre la relève lorsque le blanc partait? Et il est parti de quelle manière? A-t-il eu le temps de préparer cela? Bon, est-ce qu'on avait besoin qu'il y ait une élite préparée? Ce sont des questions. Mais au moins de 60 ans, je crois qu'il n'est pas encore tard. Il y a des vieilles démocraties, lorsque vous parlez par exemple d'autres États ou des vieilles démocraties, où on vous dira ils ont 400 ans de démocratie, 500 ans de démocratie, et ainsi de suite. Nous, on a qu'aujourd'hui, tu as parlé de 63 ans. 63 ans. L'effort à faire, c'est de voir l'avenir en nous servant de tout ce qui a été comme raté dans le passé et en assumant. Et non chercher toujours à jeter les responsabilités sur les Belges qui nous ont colonisés, les Américains qui ont fait peut-être des combines pour que nous nous maintenions, nous, dans la situation dans laquelle nous sommes, parce qu'ils jouent pour les intérêts de leur nation. Mais c'est à nous de savoir aussi que nous avons aussi des intérêts à sauvegarder par rapport à notre peuple et être capable de les défendre devant tous les autres. Je crois que c'est ça. Donc l'émission ici n'aura un sens que si nous sommes en train de débattre ou d'analyser pour supposer quelques perspectives par rapport à l'avenir. Quelques pistes de solutions. On va y arriver parce que c'est pédagogique. Il y a ceux qui sont à la maison sont en train de noter parce qu'il faut d'abord les faire comprendre. Hein? Les gens doivent comprendre ce qu'est l'indépendance, l'élite en question, c'est qui, ainsi de suite. Alors, monsieur Alain Atoun, est-ce qu'il faut remettre en cause les capitales humains congolais aujourd'hui? Je voudrais commencer mes propos en paraphrasant l'auteur sud-africain Alain Patton, parlant de l'Afrique du Sud. Ok. Pleure au pays bien-aimé. Moi je dirais, pleure au Mont Congo, car vos filles et vos enfants et vos fils n'appréhendent pas la pleine mesure de votre grandeur. Ok. Et la grandeur, comme c'est bien interrogé M. Cambéré, ce n'est pas la superficie. La grandeur, ce sont les valeurs dont le Congo est porteur. Les valeurs dont le Congo est porteur, c'est ce qu'on a résumé par l'authenticité, c'est-à-dire la dignité d'être africain dans son village et dans le monde, et la puissance culturelle. Nous avions une puissance culturelle. À un moment donné, Kinshasa était devenue la capitale de la culture africaine, détrônant provisoirement Dakar. Donc ça, c'est très important. Alors, dans cette valeur, il y a aussi notre potentiel de développement et de progrès. C'est là qu'intervient le rôle de l'élite. Okay. Nous avons l'élite. Bon, malheureusement, c'est une émission, j'allais dire, synthétique. Donc on ne peut pas juger tout le monde de la même façon. Même si l'impression est que l'élite n'est pas à la hauteur, mais est-ce que nous connaissons toutes les élites de notre pays?
Le professeur a parlé des mamans maraîchères. Est-ce que nous connaissons en qui les mamans maraîchères ont confiance? Nous parlons de la santé des gens. Est-ce que nous connaissons le rôle que joue chaque médecin au-delà de Mama Yemo, etc. Donc, je pense que finalement, après 63 ans, nous ne devons pas nous plaindre, nous devons constater notre défaillance et poursuivre la quête de la perfection. La quête sur nous, surtout pour nous le Congo. Si nous n'avons pas conscience, mais déjà, France Fanon nous disait, mais vous êtes la gâchette. Si nous n'avons pas conscience, le mouvement, j'allais dire presque le trouble culturel, introduit par le recours à l'authenticité, l'ALENA, ce sont des valeurs que nous devons promouvoir pour que l'Afrique soit indépendante. Indépendante, l'autre valeur, c'est la capacité de la décolonisation mentale. Nous sommes capables, nous avons ce potentiel. C'est Zatumenga qui l'avait écrit, la décolonisation mentale, etc. Mais c'est ça. Ce sont là des valeurs dont le Congo est porteur et dont l'élite, toute l'élite n'a pas conscience. Aujourd'hui, l'objectif, c'est avoir de l'argent, une maison en Europe, voyager. Non. Toute action humaine doit se placer dans une longue vision qu'on appelle stratégie, et alors les approches, les modalités pratiques, comment atteindre cet objectif, cette souveraineté, alors ça c'est la tactique. C'est là où on commet beaucoup de fautes. Mais sinon, moi je pense, j'ai confiance, le fait déjà que nous avons ici un exemplaire des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes. Comme disait le philosophe grec, connais-toi toi-même d'abord. Okay. Nous sommes là en train de nous interroger pour essayer de nous comprendre et jouer le rôle qui est le nôtre, sinon la mission dans le développement de l'Afrique. Alors, parce que vous parlez de ces philosophes qui a dit connais-toi toi-même, nous avons un historien ici, professeur Kamba Ebouacha. Difficile d'aller plus loin si on ne connaît pas la voie que nous prenons. Vous êtes historien. Est-ce l'histoire que le Congo a aujourd'hui, l'histoire qu'on nous enseigne aujourd'hui, est-ce qu'elle est la norme? Ne disons pas des choses. J'enjambe. Je prends en compte et je prends pour moi c'est que, et ça me fait, c'est que mon ami Kambere a fait, ce que l'ambassadeur a dit, c'est exactement vrai. L'ambassadeur Atundu a dit que voilà, l'échantillon est là. Il y a plusieurs échantillons. Okay. Nous ne pouvons pas ravaler les enfants du Congo, okay, de l'Afrique, particulièrement du Congo, à un niveau de gens qui connaissent rien, à un niveau de gens qui ont laissé leur pays en train de mourir, etc. Mais nous voulons, avec cette émission, coup de chapeau à votre émission, coup de chapeau à vous-même. Maintenant que nous connaissons tout ça, l'université nous a enseigné tout ça. L'université, l'école nous a enseigné l'esclavage. On connaît, on peut connaître davantage. Là, on connaît ce que les méfaits de la colonisation. On connaît tout ça. On connaît les gaffes, les fautes. On connaît un peu ce que nous avons fait. Nous avons joué. Quel est ce chef d'État qui n'a pas dit qu'on a joué le Congo? Quel est ce chef d'État qui n'a pas dit? Quel est ce chef d'État qui n'a pas essayé dans sa façon d'être, de faire, de relever le Congo? Nous pensons tous à des choses, tous, même si on critique par ici, par là, tous, on a clamé que le Congo est un grand pays. Le Congo est un pivot. Le Congo est riche. On ajoute potentiel. Moteur de développement de l'Afrique et du monde entier. La question maintenant que l'ambassadeur a posée, même que mon ami Kambere a posée, c'est, je me la pose aussi. Maintenant qu'on connaît tout ça,
qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Voilà le rôle de l'élite. C'est de ramasser tout ça, d'assumer. Parce que l'histoire, c'est l'assumation. L'histoire, mon ami, ce n'est pas, comme disaient certains professeurs, c'est l'étude du passé et pour connaître l'étude du passé pour améliorer l'avenir. Mais non, pas du tout. C'est l'étude du présent. L'histoire. Absolument. Ok, vous êtes un historien. C'est l'assumation du présent pour mettre le temps, Kesha. Pour révéler. Si vous connaissez Photoguy, vous savez pris les photos. Hein? Vous avez de l'eau là, quelque part, un liquide, on l'appelle révélateur. Vous avez pris la photo au négatif. Vous comprenez aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Au négatif. Vous tirez les négatifs. Vous allez chez Guy ou vous-même, vous mettez les négatifs dans le liquide qu'on appelle révélateur. Vous mettez une feuille, un papier mat, et puis après vous regardez l'assiette. Oh là là, ça commence à venir. La gauche devient droite. Oh là, voici la photo. L'élite, c'est ça. L'élite est révélatrice. C'est ça l'histoire. La fonction, c'est Bonanini Mpe Ndengenini. Ok. Si l'élite ne se pose pas cette question de Ndengenini Tokomi Boye, pauvreté, on a besoin Tokomi Boye. Pourquoi et comment? Voyez. Bon, tu as dit Ndengenini, mais Ponini. D'abord Ponini. Et ensuite Ndengenini. Tosalako, Boni, Tomi Bongsa. L'élite est à ce niveau-là. Mais le contraire avec l'élite congolaise, c'est quoi? On oublie. C'est une paresse intellectuelle extraordinaire. Le philosophe le dira, mon ami l'avocat le dira. Mais c'est tellement grave qu'on oublie d'assumer son passé. Et le passé, c'est l'aujourd'hui passé. Le présent, c'est l'aujourd'hui de l'aujourd'hui. Et l'avenir, c'est l'aujourd'hui de demain. Tout ça s'appelle temps. Tout ça, ça s'appelle temps. Finalement, qui est propriétaire du temps? C'est Dieu. C'est pour ça que Dieu est temps. L'élite vient après Dieu. Il s'est scruté. Est-ce que l'élite congolaise scrute? Est un leader, est un visionnaire? Absolument. La vision, ce n'est pas la vue. Ok. La vision, c'est la mentalisation, c'est la représentation de l'objet, du concret, après l'avoir passé au-delà de rétine. J'ai des rétines, je vois mon ami, collègue qui est là, mais je me le représente. Voilà la vision qui va quelque part. Jésus, c'est Bouddha, c'est ça. Krishna, c'est ça. Je me représente mon ami Alain Toudou, l'ambassadeur, il est là, mais mes yeux le voient. Mais c'est qui? C'est autre chose. Ce quoi? C'est autre chose. Qu'est-ce qui devrait être? C'est autre chose. Donc l'élite voit et dépasse sa vue pour l'amener à la vision. C'est ça que nous faisons ici. Alors, professeur Kambaï Boacha, j'aimerais que vous puissiez répondre à ma première question. Je vais poser cette question d'une autre manière. Est-ce que nous avons notre indépendance culturelle? Écoutez, vous parlez de parce qu'il semble que l'histoire que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la nôtre. C'est une histoire imposée. C'est très grave qu'on pose une question de ce sens-là. Il y a une opinion de gens qui pensent comme ça. Voilà pourquoi vous voulez... L'invité ne pose pas de questions à celui qui est invité. Je ne poserai pas cette question. Je dis, mais écoutez, si on disait cette question à Lingala, hein, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Okay. Culture, mais l'herméneutique est là. L'herméneutique peut vous le dire. Pourquoi vous ne pensez pas à Koutoula? Culture, Koutoula. Culture, Koutoula. Pourquoi vous ne pensez pas ça? Faire descendre. Pourquoi vous ne pensez quand vous parlez de Koutoula, Toulavana, en quiconque on te dit dépôt ça là-bas? Pourquoi en passant à culture, vous ne pensez pas le dépôt de valeur? Quand vous dites dépôt de valeur, vous voyez, vous pensez à Bokoko. Makamba Bokoko, il y a Kitoko, pendant comme Bo Moto. Bo Moto.
Buntu, Yangouyu. Donc, les ancêtres ont déposé. L'élite, lui, ramasse. Ok. Et vous verrez que, comme il appelle les Grecs, vous verrez que ce qui est beau ici, c'est également beau chez les Grecs. Il a dit plusieurs fois à la télévision. Ce qui est beau ici, ne volez pas, ne volez pas. Et si vous volez au Congo, ben vous irez au Japon, vous mettez au Niof. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, culturel, c'est ce qui est déposé pour le bien de l'individu. Voilà, donc, n'allez pas chercher des... Parce qu'on pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que la culture? Je suis sûr que vous allez voir tous les livres de la philosophie, et il ne va pas me contredire. Et tous les livres de la philosophie, tous les livres de... Non. Qu'est-ce qu'on a déposé chez nous comme, n'est-ce pas? Alors, il y a la culture vivrière, culture de ceci, de ce masango. Et encore, quand tu as mis le masango dans le sol, qu'est-ce que vous faites? Vous allez une fois, Ezakitoko. Une deuxième fois, une troisième fois, c'est cela. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous regardons nos enfants? Nous regardons nos enfants si ils sont dans le bon chemin, s'ils ne sont pas abandonnés, si la société est en crise et les philosophes sont là, vous dites de quelle crise s'agit-il, tout en insistant sur le fait que crise signifie le moment de la prise de la décision. Okay. Et ce soir, ici chez nous, avec les savants qui sont ici, nous nous disons, le temps est arrivé pour que le Congolais puisse savoir que nous sommes en crise multiforme, multisectorielle. Ça, nous aimons. Multiforme, multisectorielle, multi. Mais c'est le moment de prendre la décision de changer. Une rupture. Une rupture signifie casser. Hein? Vous êtes malade pour vous cassez la maladie. C'est une rupture positive. Alors, lui explique ça très bien dans son bagou habituel. Alors, M. Ferdinand Cambéré, la culture, c'est l'identité d'un peuple. 63 ans après, il semble que la RDC n'a pas une politique culturelle pour valoriser quand même son patrimoine. Delphin, je crois qu'il faut que nous nous habituions 63 ans après l'indépendance à sortir des sentiers bâtis par les colonisateurs. Parce que chaque fois qu'on parle de culture, les gens ont tendance à avoir enfin, je ne sais pas, des règles anciennes qui utilisaient ce peuple noir que nous avons colonisé. Mais culture, c'est quoi, comme l'a dit le professeur? C'est l'ensemble des valeurs et des principes que nous devons sauvegarder dans le présent, comme a dit le professeur. Pérenniser. Pérenniser. Et c'est le cas. Nous devons. Parce que lorsque souvent, on a tendance à dire qu'il y a absence de politique culturelle ou de ceci, de nous faire passer pour un peuple qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe pour diriger une société. Et diriger une société pour le bien-être de son peuple. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est pour moi une démission de l'élite, comme vous dites. Okay. En fait, le problème n'est pas l'absence de l'élite. Le problème, c'est est-ce que l'élite est placée là où elle doit être pour donner efficacement les résultats attendus. Qui doit placer cette élite? Donc, si c'est lui qui est censé placer, lui-même n'est pas l'élite. Mais c'est pour ça que lorsque nous parlons de la conférence nationale souveraine, nous parlons conférence de la CENCO, nous parlons de telles autres assises nationales qui ont été organisées dans ces... Hein? Pardon? Des professeurs. Voilà. Donc, j'évite, je laisse de côté des experts tout ce que nous apprenons sur les bancs de l'école, à l'université, pour entrer dans les grandes assises qui ont été des grandes assises, des grandes interrogations sur le fonctionnement de notre État. Est-ce que nous entrons en profondeur pour savoir ou résoudre l'épineuse question de savoir comment placer l'élite dans ce que nous définissons comme vision globale? Parce que c'est de la vision qui est déclinée des programmes, et des programmes et décliner des projets, comme a dit le professeur, comme a dit l'ambassadeur André. Parce que projet signifie se projeter.
Et c'est des projets qu'on va décliner maintenant, les actions à mener par ceux-là que nous choisissons comme exécutifs. Et donc, c'est cela. En réalité, nous avons tout ça. Le problème, c'est d'assembler tout ça pour qu'il y ait articulation dans les actions qui sont menées en faveur d'un bonheur collectif à tous. Pour qu'il n'y ait pas plus de gourmands que les autres et que les gens se créent en caste. Alors qu'en réalité, lorsqu'on parle des sociétés, c'est pour un bonheur collectif. Alors, donc, évitons de prendre la culture dans le sens où c'est rappeler aux gens les Bikeko Yakala, où tu vois un Bikeko, tu ne te rappelles même plus, c'est quel grand-père qu'on a dessiné là. Donc quand tu vas au musée là-bas, où on nous place les Bikeko de Bateke, les Bikeko de Banande, les Bikeko de Baluba, et il n'y a même pas de légende peut-être qui est maîtrisée, qui aide celui-là qui veut comprendre son présent à pérenniser les valeurs et les principes que nous avions. Parce que nous devons justement éviter qu'on nous fasse croire que nous n'avions pas de valeurs et de principes qui portent la démocratie pour que l'Afrique décolle, pour que la RDC décolle. Nous les avions. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui de manière péjorative, ethnie ou tribu, en réalité c'était des nations. Okay. Ça veut dire qu'il y avait un pouvoir organisateur de ces sociétés-là. Mais que par la volonté coloniale, où on a été mis ensemble, et que l'ambassadeur l'a dit, on a déjà cultivé cet esprit de la cohésion nationale entre nous. Ça veut dire en abandonnant un peu de ce que nous sommes tribus comme le voulaient les colons, de ce que nous sommes ethnies, pour qu'il y ait une société nationale, pour qu'il y ait cet État, la RDC. Et alors, nous ne devons pas chercher les valeurs et les principes pour faire fonctionner ces États en dehors de ce que nous avons toujours été. Nous ne pouvons pas nous régner nous-mêmes et chercher toujours à mimer ce que les autres font parce que nous avions des langues, nous avions des cultures, ça veut dire assembler des valeurs et des principes pour exister, pour célébrer l'indépendance par exemple. Que nous avons une crainte que même les enfants nés il y a 4 ans ou il y a 50 ans, peut-être ils n'auront plus la même signification si nous abandonnons la culture historienne, les grandes fêtes nationales. Voilà ce que nous disons. Donc nous ne pouvons pas avoir crainte, nous devons plutôt nous assumer pour les perspectives et nous ne partirons pas des valeurs et principes des autres. Nous les avions qui peuvent aider l'Afrique à décoller, qui peuvent aider les Congo à décoller. Alors, vous pouvez me donner la photo de M. Mobutu. J'aimerais bien parce que vous m'avez aidé. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, je me rappelle, Mobutu avait dit retour à l'authenticité. Corriger, recours. Recours à l'authenticité. Pensez-vous que les systèmes politiques que nous avons, ce que nous vivons aujourd'hui, ne nous permet pas, nous, les Africains ou les Congos, de trouver notre boussole? Est-ce qu'il faut faire un saut en arrière? Non. Le professeur Kamaï a posé une question essentielle de projection et de perspective. Tout ça, la c'est des questions très questionnantes. Voilà pourquoi. C'est une question adressée à l'élite. Donc, nous devons former ou même formater une élite avec des valeurs propres pour que nous puissions maintenir le cap et tracer notre voie propre. Okay. Il faut, et là, l'éducation nationale, des maternelles, jusque même à l'université, joue un rôle important. C'est en ce moment-là qu'il faut inculquer des valeurs essentielles. Le bien commun, le sens du sacrifice, l'abnégation, l'acte gratuit pour la République, etc., pour un idéal. Ça, c'est très important. Et pour nous qui sommes déjà penchés, il faudrait que nous ayons des séances de remise à niveau.
le civisme. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que travailler pour le bien commun? Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que l'Institut Mankanda Kabobi organisait des séances pour les nouveaux ministres? C'est pour inculquer les valeurs. Un ministre, comme l'a dit M. Kambere, c'est un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui fait des sacrifices pour que son patron soit content et qu'il le paye en retour. Donc si le ministre, aujourd'hui, travaille pour le peuple lui en sera reconnaissant. On va dire, oui, on a déjà entendu ça, non? Ministre, finalement, il est resté. Donc ça, c'est un élément important. C'est l'éducation, c'est-à-dire l'inculturation des valeurs essentielles de l'être congolais dans les petits citoyens jusqu'à l'université. Donc déjà les problèmes éducatifs congolais posent problème. Il faut essayer un peu de retoucher ça. Nous avons connu un accident. Qu'on ait un programme adaptable à notre... Nous avons connu un accident historique déplorable. C'est la déstructuration culturelle. Tu vois, on a cru bien faire de jeter le impère et ses valeurs et de chercher une autre voie. Mais dans ce que nous avons jeté, il y avait des valeurs, des choses que nous aurions pu continuer, etc. Bon, ça c'est, on ne refait pas l'histoire, mais il faut en tirer une certaine leçon. Alors, la culture. Vous avez parlé de la culture. M. Ferdinand Kambere a parlé de la culture, le professeur. En gros, la culture, c'est quoi? C'est la sublimation de la personnalité d'un peuple. C'est-à-dire, le peuple congolais a une personnalité. Cette personnalité contient des valeurs qui font la culture. C'est-à-dire, son comportement vis-à-vis des inquiétudes de la vie. Ses aspirations par rapport aux autres. Sa façon de se comporter au moment de deuil, au moment des fêtes. Sa façon d'honorer les ancêtres. Aujourd'hui, les ancêtres qui sont réduits à des pièces de musée. Mais c'était des valeurs, ce sont des valeurs qui sauvegardent la personnalité. La force de l'Asie, le Japon, la Chine, la Corée, c'est qu'ils n'ont pas abandonné leurs ancêtres. Je me souviens, en 86, nous étions en Corée avec le Premier ministre Kengo, on a visité officiel, et puis, non, aller dans ce temple. Nous sommes allés dans ce temple, nous prenez chacun une mèche. Et pendant que vous allumez, vous devez projeter l'avenir, demander ce que vous souhaitez. Alors évidemment, nous tous, on se posait la question, qu'est-ce que le Premier ministre Kengo souhaitait? Mais ça, c'est un peu pour rire. Mais c'est ça qui fait la balle. Et heureusement que cette partie dort en chacun de nous. Parce qu'à un moment donné, prêtre, païen, comme on dit, de n'importe quelle religion agnostique, on te dira, Monsieur Ferdinand, tu vas à l'extérieur. Ah, on commence à citer ton arrière-grand-père, ton frère, etc. Et moi, j'ai une expérience personnelle. Mon oncle paternel, qui était un ancien presque abbé, M. Atundou, le premier directeur général de ce qui est devenu CNSS. Moi je devais rentrer au petit séminaire à Lissala. Et à l'époque, ici à Kinshasa, les avions quittaient à 6 h du matin. Donc il fallait être là à temps. Alors nous partons. Et puis au lieu d'aller à l'aéroport, nous passons chez la grand-mère. Et par là, puis la grand-mère écarte les jambes, je vois mon oncle qui passe dessus. Alors moi je traînais, entre.
Je suis rentré, je dis, mais comment ça? Mais voilà des valeurs qui protègent une nation. Ok. Il n'y a pas des valeurs, si je peux le dire ainsi, stupides ou humiliantes. Une valeur, c'est une composante essentielle de la vie. Voilà. Alors, monsieur le professeur Kamba Iwacha, 63 ans après l'indépendance, la grandeur du Congo dépasse-t-elle l'élite congolaise? Que faire pour booster son épanouissement? Parlons-en. Le Congo est potentiellement riche. On nous a toujours dit cela. Qu'est-ce qui fait que 63 ans après, les Congos sur le plan économique ou la RDC, elle n'est pas indépendante? Encore une fois, je me trouve malheureux. Nous sommes en train de dire des choses extraordinaires. Nico. Nous sommes en train de dire des choses extraordinaires pour le Congo. Tous les trois. À Lingala, à Kikongo, en Swahili, Machi, Ngwandi, Olo, Maka, tout ce que tu veux. Si tu demandes aux gens, c'est quoi la tribu dans votre langue? Vous ne saurez pas répondre. Il n'y a pas de réponse. Ok. Tribu. Il va gratter la tête deux fois dire, c'est quoi? Et ethnie. Le Moulouba du dame, Tissa. Est-ce que Tissa égale tribu? Et Kolo égale tribu? Non, nous nous exprimons avec des patterns, avec des notions, des termes qui ne sont pas les nôtres. Nous ne savons pas que tribu, c'est un terme qui vient de l'étranger. Remonter au romain, remonter au monde. Mais tribu signifie barbare. Tribu signifie barbare. Allez chez les Gréco-Romains, te dira, tous les étrangers à moi, qui ne parlent pas comme moi, qui ne sont pas civilisés, qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas comme moi, sont des barbares. Leur langue, au lieu d'être langue, parce que langue signifie civilisé, leur langue est dialecte. Et même patois. Ce qui fait que un Mongo parlera un patois, un dialecte différent de Sakata. Déjà, il y a un spécialiste blanc, prêtre certainement, qui lui est envoyé chez les Basakata pour étudier les spécificités Sakata. Et il lui dira, votre langue est différente de la langue Mongo. Et ils sont d'accord avec M. Van Broek, Van Brulen, Van. Il lui dira, vous êtes différents. Et nous allons grandir comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé de 63 ans. 63 ans. Vous voyez, la question était, qu'est-ce qui manque? Donc voilà. Et on nous a dit ici, par l'ambassadeur, que il faut assumer, mais en remettant en question. Okay. La remise en question. Vous allez en Chiluba, mais vous trouverez quelque part que le terme tribu, mais vous le retrouvez chez les Mongos. Mais quelque part, vous trouvez le terme ethnie, ça ne diffère pas. Pourquoi vous voulez avec Tissa, Dikou, Dadi Lolo, Dikou, tout ça pour montrer que vous êtes différents. Zalamoto. Zalabo moto. On n'a pas dit Zalabo Nyama. Alors, le petit philosophe du marché là, on a copié sa chanson. Hein? Zala Sima. Okomamoto. Mais comment vous... Le petit garçon de rien du tout, de marcher ici. La chanson existe. Une voiture sans rétroviseur, il va avancer comment? Une voiture. Et pourtant, les rétroviseurs sont placés pour que tu puisses regarder dehors, derrière. Mais on le place là-bas, il faut jeter un coup d'œil pour avancer. Alors, on a parlé de l'assumation. Mais je regarde, j'avance, je regarde, j'avance, parce que je ne peux pas tourner. Tribu, ce n'est pas nous. Laissez-moi apprendre le Tissa
Tissa, c'est l'endroit où on rassemble les gens. Mais allez-y chez les Bongo. Pose la question, on te dira. Mais écoutez, c'est un lieu où on rassemble les gens. Il y a une école là-bas. École signifie coco-là. Ok. École signifie coco-là. Allez chez les Nande, chez les Nyanga. Tout le monde, Nyanga signifie qui est abîmé. Les herbes sèches qu'on utilise pour construire le toit. Les Banyanga. Mais les Banyanga se trouvent pas au Congo. Pourquoi on n'enseigne pas cette unité-là? Vous comprenez? Les Belges et les Congos par Seko ont joué. Quand Seko dit mais vous avez un mot qu'on a gagné. Mais les Belges ont sauté dessus pour dire oui, nous sommes des locaux. Ils ont compris que pour flatter un peu. Alors pourquoi nous on ne dit pas que nous sommes des Mongos? Pourquoi moi je me suis Moluba? Pourquoi je ne me suis pas que je suis Mongo? Pourquoi? Quand je suis ministre, moi, je voyage partout. Je prends les étudiants du Bas-Congo, j'amène à Kassapa, au nom de l'Université nationale du Zaïre. Vous avez vu les résultats? C'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, il faut l'Université des Congo. Et quand je suis professeur, je vais aller enseigner là-bas, on dit Azali, Azamongo. Il a lutte contre. Vous voyez, monsieur, qu'est-ce qu'on doit faire? Amener les gens à comprendre que leur différence n'est que factice. Ce n'est pas ça qu'est-ce qu'ils sont. En profondeur, chez Kantadiop et derrière tout ça, en profondeur, vous êtes les mêmes. Alors, le pouvoir doit nous apprendre. C'est ça, c'est quoi? Doit nous apprendre que nous sommes les mêmes. C'est ça Jésus. Ni grec, ni mongo, ni... Et il y a moyen de le faire. Et l'élite doit assumer ça. Quand vous prenez un député, il va faire, suivez-moi bien, il va faire quoi? Il va faire sa campagne électorale. Il le fait en moyenne, bas quoi. Il fait ça, cela. Quand il vient à Kinshasa, il ne fait plus un terme de bas quoi, il fait un terme plus gros, ethnie. Ils sont pas en saut. Là, il a fait un terme de clan. Ici, il fait un terme d'ethnie. Et il va... Non, monsieur. Non, monsieur. L'élite, c'est pas ça. C'est celui qui rassemble. Et pour rassembler, il faut aller en profondeur. Ok. Bozindo, ezali kokenana boindo, pour nous coloca lumière. Mais c'est un prêtre, bazali wat. C'est un prêtre. Ok. C'est sûr que avant la lumière, nous devons donc rentrer dans le passé. Il fait rousse, pour la lumière, tout bon ça. Le conseil, il faut donner gouvernance à celui. Merci. Alors, on est en train de chuter déjà, mais c'est important. Maintenant, nous allons aider la nation à trouver des solutions aux problèmes qui dérangent également notre pays. Alors, M. Ferdinand Kambere, les pistes et les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo soit réellement indépendant sur le plan économique? Nous avons tout. Mais j'ai suivi l'ambassadeur André en train de dire on a passé chasser l'impair, on a crié, trouvé des solutions, mais après, mais en réalité, on est en train de faire du surplace, sinon on est dans un cercle vicieux. Cercle vicieux, parce que, comme vient de le démontrer le professeur Kambaï, en réalité, ce qu'on devait abandonner à nous comme tout ce qu'on nous a collé, comme valeur étrangère, vous êtes des ethnies, nous sommes enfermés dedans. Okay. Alors que ce qui a obtenu l'indépendance, c'est le Congo. Et ça continue chez tous les élites. Hein. Okay. Et surtout quand c'est maintenant on parle de la démocratie.
il y en a plusieurs qui continuent à penser que lorsque vous êtes candidat, comme vient de le dire le professeur, il faut plus faire la campagne sociologique et anthropologique que la campagne sur la vision, sur le programme, sur les actions que devra mener un gouvernement central. Et c'est à cela que ce qui est en réalité nos valeurs, nos principes, même dans nos sociétés anciennes, que nous portons, parce que quelle est la société qui avait comme culture d'être des voleurs, par exemple? Lorsque on vous confie la gestion d'un bien commun et vous vous comportez en voleur, mais on vous applaudit. Quelle est, s'il faut parler en termes d'ethnie, c'est quelle valeur? De prostituées, c'est quelle valeur? Quelle est cette société que nous avions à l'époque où il n'y avait pas de justice, où il n'y avait pas de sanctions? Pour qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en démocratie, oui, Cambert a volé, mais c'est tout de suite ma tribu qui va se lever, tous les bananes de là, pour une déclaration. Notre frère, nous les bananes. Et tout ça. C'est des déviations. C'est des déviations. Donc, dans les antivaleurs, nous nous levons comme tribu, alors que c'est une question nationale, pour défendre un membre de la tribu. Et c'est une antivaleur. Alors, je revenais sur ce qu'il a dit, qu'on a pensé quitter les MPR pour... mais il y a aussi notre ancien président, lorsqu'il dit « je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais ». C'est en réalité parce que nous avons porté avec nous tous ces antivaleurs et nous voulons les présenter tout le temps comme des valeurs, alliées à place des principes et valeurs républicaines. Et nous devons faire donc un effort considérable. Si c'est des sacrifices, il faut les faire pour nous considérer avant tout, d'abord comme des Congolais, surtout lorsque nous parlons des programmes au niveau national, des programmes au niveau du gouvernement central. Aujourd'hui, nous avons un système politique qui, pour les uns, c'est le régionalisme politique, chacun peut développer, mais au moins un système où en réalité notre province a cette personnalité juridique et devait vivre des ressources. Mais pourquoi on a tendance à vouloir, encore une fois, en tant que pouvoir central, lorsqu'on est l'élite qui dirige la nation au niveau central, de vouloir encore une fois avoir le contrôle sur le gouvernement? Pourquoi nous ne descendons pas plus bas pour dire nous avons déjà une constitution, il faut des élections locales. Et qu'à ce niveau-là, il peut se développer peut-être d'autres valeurs et principes qui peuvent s'entendre au niveau local sans que nécessairement ça n'ait des conséquences sur les valeurs et principes au niveau national, au niveau de la province. Mais lorsqu'on parle de la province, nous ayons des valeurs et principes que nous acceptons nous tous. C'est ça l'effort à faire. Mais sinon, l'élite, on l'a. Je pense que ce qui reste, c'est de savoir, avoir une vision pour le pays. Pour moi, c'est la Constitution. Et c'est de cette Constitution que doit se décliner programme et action. Et que dans l'action, lorsqu'on exécute, que ce qui exécute, on montre bien qu'il y a cohérence dans les actions. On a besoin de la santé, on a besoin de l'électricité, on a besoin de l'éducation, on a besoin de ceci. C'est ça la culture. Et les gens diront, par exemple, comme peut dire des Indiens, ah, quand vous avez un Congolais, ça c'est des bons gestionnaires. Okay. Vous pouvez les prendre, vous pouvez lui confier des responsabilités, il ne va pas voler. Ça devient une culture, ça devient une identité comme l'a dit l'ambassadeur. Donc nous devons avoir une identité culturelle qui porte des valeurs et principes. Lorsque nous parlons de la République, c'est presque la même chose aux États-Unis, c'est presque la même chose en Belgique, en France et partout. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, est-ce l'élite congolaise peut être capable de faire bénéficier à son pays tout ce que nous avons potentiellement, que le Congo soit également indépendant sur le plan économique? Il semble que notre économie est entre les mains des expatriés. Pourquoi? La force d'un pays,
c'est la cohésion nationale et l'organisation. Et l'élite porte une part non négligeable dans l'émergence des petites, on va employer l'expression, tribus, groupes ethniques, etc. Par la création des universités de quartier. Comment des petites cités revendiquent il faut une université et vous y allez, les conditions ne sont pas remplies. Est-ce qu'on sait que ce qui a permis aux Congolais de résister aux différentes tentatives de nous disloquer, c'est la connaissance des uns et des autres à partir de l'université. Les gens, vous allez dire, vous êtes ici, cette faculté se trouve à Lubumbashi. Vous allez là-bas, vous découvrez. Vous allez à Kisangani, vous découvrez. Et nous étions unis et forts. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'un jeune de Limité peut faire l'école maternelle à Limité, primaire à Limité, secondaire à Limité et l'université à Limité. Mais il n'a même pas, il ne connaît même pas les gens de Ngaliema. Il ne connaît pas les gens. C'est vraiment une bombe à retardement contre l'unité nationale. Ok. Et nous devons avoir cette force d'organiser ou de déterminer l'organisation de nos grandes écoles. Parce que cela renforce l'unité. Vous voyez l'Institut de Beaux-Arts. Il n'y a que ça. Vous venez d'où ça? Non, on va là-bas. Et vous allez quelque part dans un coin perdu de Gbado, vous trouvez quelqu'un qui fait une belle maison. Ah non, j'ai étudié à Kinshasa, au Beaux-Arts. Ah, d'ailleurs, notre collègue est en Bujimaï. Vous connaissez ce texte? C'est ça l'unité nationale. Ce sont des petits faits qui nous attachent les uns aux autres. Nous qui avons fait l'université Lovanium et l'armée, un étudiant, un collègue d'université ou de l'armée, c'est plus qu'un frère. Okay. C'est plus qu'un frère. Dès que vous dites ça, ah, vous avez fait l'armée, ah, oh, venez, venez, venez. Alors, maintenant, si vous ne connaissez que les gens de votre quartier, et que pour aller travailler à la Banque nationale, là-bas, il n'y a que des gens de l'EMBA, ben, il y a des problèmes sociaux qui se créent. Hein? Donc, je crois qu'effectivement, nous, l'élite, nous avons une grande part de responsabilité dans la remise en question de notre approche et surtout dans la perspective. Il faut créer une perspective porteuse. Mais est-ce une mission impossible pour l'élite congolaise puisse permettre à son pays d'être indépendant sur le plan économique? Non, ce n'est pas une mission économique, impossible, mais ça ne se fait pas en un jour. Mais 63 ans après, nous avons tout, nous avons tout. Non. Mais pourquoi on pleurniche toujours, on pleure. Un raccourci de l'histoire. Parce que si vous analysez chaque étape, vous verrez qu'à un moment donné, on s'est battu pour ça, à un moment donné, on a reculé et on a continué. Mais nous parlons maintenant de façon globale pour l'avenir de notre pays. Nous devons réfléchir pour envisager et créer un Congo vivable pour tous. Moi je suis étonné. Quand j'étais ambassadeur Rwanda, j'arrive, on dit non, ce médecin-là ne peut être affecté qu'à Boutard. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il est de Boutard. J'ai dit mais c'est impossible chez nous. Vous êtes au Congo, on vous affecte, je ne sais pas, chez les Bangbandi. C'est bénéfique. Ça, c'est très important. Il faut que nous soyons capables d'inventer, de réinventer un Congo où un Mundande s'en vient à Bumba, ce qui est aujourd'hui le cas. Et il y a au Moulouba, s'en vient à Bumba, ce qui est le cas. Mais il faut que nous ayons une interconnexion entre nous pour que Mundande, oui, c'est Mundande parce qu'il vient de l'Est, mais c'est son frère. Alors, monsieur le professeur Kamba Eboache, il nous reste 10 minutes, mais quelqu'un aux États-Unis m'avait demandé de vous poser cette question parce que vous êtes historien et dit aidez-nous. Est-ce les Congos
aujourd'hui, on peut douter de tout ce qu'il a, ses terres, ses provinces. Est-ce que le Congo a pris des terres du Rwanda sur le plan historique? Aidez-nous un peu, connaissez un peu le savoir. Le peuple congolais, c'est le même peuple avec le Rwandais ou bien comment? Dites à mon ami, ton ami des États-Unis, qui a posé cette question. Je ne peux pas dire il peut pas, oui il peut. Non, je ne peux pas dire ça comme ça. Je me pose la question, est-ce qu'un Congolais aujourd'hui a envie d'être au Rwanda? Est-ce qu'au Congo aujourd'hui, vu l'histoire, a envie d'aller réclamer les terres au Rwanda? Je pose la question. Est-ce qu'il va être mieux au Rwanda? D'où vient le Congo? Il faut dire à son ami comme cet ami comme ça. D'où vient le Congo? Mais quel est notre ancêtre? Okay. Quel est notre ancêtre dans la fabrication du Congo? C'était pas un Congolais. Notre ancêtre, d'où vient le Congo? Ok. Mais écoutez, soyons sérieux. Mais il n'a pas des arguties diplomatiques, il a façonné avec l'accord de tel aventurier voyageur, Stanley. Ils sont parvenus à la conférence de Berlin à colorer sur la carte, même s'ils n'ont pas visité l'Afrique comme telle. Ils ont dit voilà, désormais, ceci appartient à Léopold II et les Américains. Notre ancêtre commun, c'est le roi Léopold II, Sandford et tout ce monde-là. Et puis ils sont allés, ils ont fixé. Moi, je prendrais ça. Parce qu'en dessous, il y a le cuivre. L'autre qui va vers l'équateur. Attention, moi je prends ça. Parce que l'eau passe par là. Ah, il y a l'énergie. L'autre va au Bas-Congo, il y a l'embouchure. Donc, il ne doit pas avoir peur de ce genre de choses. Vous avez suivi le président rwandais au Bénin. L'histoire, attendez. L'histoire nous dit aujourd'hui ceci, mon ami. Et ça doit être entendu. Okay. L'histoire nous dit ceci. On n'a pas vu des Congolais, avec leur histoire, être installés au Rwanda. J'assume ce que je dis. Être installés au Rwanda à un groupe, selon un groupe plus ou moins nombreux, et puis à un moment donné, réclamer cette terre-là. On n'a pas vu. Pourtant, ils sont plus gros. Ils sont plus gros que les Rwandais. Et puis, quand les Belges sont arrivés, ont pris le Congo, ils ont colonisé le Congo belge et le Rwanda-Urundi. Est-ce que le Rwanda-Urundi était une colonie belge? Posez la question à notre ami de deux. Est-ce que la Belgique aujourd'hui peut dire que le Rwanda et le Burundi étaient ma colonie? Sa colonie était le Congo belge. L'autre était mandat. Il y a toute une différence. C'était mandat. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que la Belgique avait comme colonie le Rwanda. Non. Ça c'est de deux. Comment les amis Tutsis, pour ne parler que d'eux ou des autres, les Rwandais en général, sont arrivés là où ils sont, Minembwe, etc. Comment sont-ils arrivés? Comme réfugiés. Comme réfugiés. Et comment les Belges ont vu leur présence là-bas? Mais le fait que ce sont là. Nous vous mettons là-bas, ne vous mêlez pas dans leurs affaires politiques. Ça se trouve là. Laissez-les faire. Chaque fois qu'il y a des problèmes, allez voir le chef. Vous restez, bon, vous infiltrez, j'assume ce que je dis, vous infiltrez les choses, vous réclamez les territoires, vous réclamez les communes, et puis vous dites non, nous allons discuter avec l'ONU pour que par référendum, nous allons devenir, je ne sais pas, tous les autres, tout en cultivant la politique sur le concept de supériorité et d'infériorité, en disant le cultivateur est inférieur à un éleveur. Tout est parti de là. Et nous ne sommes pas nombreux, et comme la démographie aide, nous serons trop nombreux maintenant, nous allons émigrer le Congo chez nous, à Minembwe. Non, ce sont nos frères, si on peut les appeler ainsi, mais nous n'allons pas, nous, au Rwanda, pour revendiquer de terres dans les montagnes. Dans le Congo, on n'a pas de terre à donner au Rwanda. Mais non, okay. À moins qu'on refasse, comme Ouzirois a dit, il faut une conférence de Berlin 2. Ok. Berlin 2, alors refaisons Berlin 2 pour modifier.
Bizimungu, n'est-ce pas? Nous refaisons Berlin 2 pour revoir ce qui est en nous. Berlin 2. Il y a combien d'années? Vous voyez? Non. Ne dérangez pas l'histoire. Faisons ce qu'il y a. Vivons dans un contexte de panafricanisme. Merci. Et nous serons gros, grands. Merci professeur. Panafricaniste. Merci professeur Kambaï Boacha. Je vous donne le mot de la fin. Il y a des questions. Vous pouvez répondre à la question du Rwanda. Voilà. Alors, monsieur Ferdinand Kambere, le Rwanda, c'est un petit pays. Mais qu'est-ce qui fait que si les Congolais entendent seulement le nom du Rwanda, le Congo a la peur bleue? Qui est derrière le Rwanda pour que le Rwanda hante les Congos? Et la deuxième question, quel est l'apport de l'Église dans l'émergence du Congo 63 ans après? C'est également votre mot de la fin. Bon, quand tu dis que le Congo a la peur du Rwanda que tu appelles petit, peut-être par rapport à la dimension, pas par rapport au leadership actuel, peut-être. Ok. Bon, moi je voudrais revenir un peu pour rejoindre le professeur. Vous avez des questions? Dans ce qui sont nos ancêtres, est-ce que c'est Léopold les Belges? Parce que finalement, c'est eux qui obtiennent autour de la table ronde, table de conférence de Berlin, les limites que nous avons aujourd'hui. Bon, pour moi c'est oui et non. C'est oui et non parce que nos ancêtres étaient toujours là. Nos ancêtres étaient toujours là. Lorsque nous exécutons l'hymne national et que nous nous référons à nos ancêtres et à nos aïeux, c'est d'abord nos ancêtres qui avaient, comme je l'ai dit, qui étaient des nations. Ça veut dire des gouvernements existaient. Un État, c'est quoi? Il faut avoir la population, il faut avoir un territoire. La population, le territoire et les gouvernements. Donc nous avions des chefs coutumiers qui dirigeaient ce peuple-là. Ils avaient les terres et donc ces populations, la terre et les gouvernements qui étaient là, que péjoratif, on appelle toujours chefs coutumiers, tout ça, mais c'était des nations. Et que c'était donc nos ancêtres. Et c'est à cela que la définition de l'article 10 de la nationalité congolaise d'origine se réfère à eux. Parce que Congolais d'origine, tout membre de groupes ethniques dont les terres ont constitué ce qui est devenu aujourd'hui les Congos. C'est pourquoi nous nous appelons Congolais. Donc, nos ancêtres étaient là. Ce qu'on pouvait peut-être dire extraordinaire et féliciter tous ces Léopold II, les Stanley et les autres, c'est d'identifier ces limites-là qui en réalité nous aident nous à nous découvrir en tant qu'un peuple, congolais, Mukongo, Congo, comme on dit, parce que ça ne commence pas par le blanc, c'est pas parce qu'avec Léopold II à se mettre sous la table qu'il parle d'un État indépendant du Congo, c'est lui qui a inventé le nom Congo pour nous. Ça veut dire que nous avions une identité. Et souvent, cette absence de la dimension spirituelle dans ce que nous sommes en tant que Congolais, souvent nous fait perdre parfois de vitesse, où vous voyez bien, alors qu'il y a des infractions comme des hautes trahisons pour espionnage contre sa nation, ainsi de suite, on joue à faveur de ces États hostiles aux nôtres, ne sont pas sanctionnés et dans les schémas où dialoguer avec tel, nous devenons trop pénétrables par les autres États et nous paraissons faibles. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ça ne continuera pas comme ça. Je crois que ces autres États doivent faire attention. L'Israël a été colonisé des années et des années. Mais finalement, les Nabucodonosor les ont colonisés pendant 70 ans ou plus. Mais en réalité, c'est revenu. Donc, les gens ne peuvent pas prendre cet état de choses comme une faiblesse qui ne finira pas. Non. Ok.
Non. Donc, quelle est la peur de l'Église? Que je rappelle que la place de l'élite, c'est de prendre conscience, comme l'ont développé les Seigneurs, de prendre conscience de ses propres responsabilités. Parce que quand on est élite, on est appelé à être locomotive pour tirer les restes. Ok. Servir sa société. Et ne pas être le premier à s'embourber. Alors, à s'embourber dans les antivaleurs, alors qu'on est appelé à tirer la société vers le haut. Une minute, c'est également votre mot de la fin et aussi puis c'est des solutions. 63 ans après, pensez-vous que l'Église, en République démocratique du Congo, a apporté un plus? Quel est l'apport constaté de l'Église en général? Mais l'apport, c'est que les instruments que nous définissons pour gouverner, nous parlons des institutions de la République, tout le monde doit prendre conscience de ce qu'il porte comme responsabilité. Les autres instruments, comme les partis politiques, on doit se départir de ce qui est, ce qui nous enferme dans nos ethnies, dans nos ethnies ou tribus, qui sont des valeurs tirées des autres, pour nous déployer en tant que des nationaux, en tant que des Congolais, lorsque nous sommes dans des partis politiques et que même lorsqu'on va faire la campagne, ce n'est pas la campagne parce que je suis la tante de tel, je suis né de telle tribu, que je dois être élu, mais parce que je suis porteur d'un projet qui montre des perspectives d'avenir meilleures pour le peuple, on m'élit, quelle que soit ma tribu. Donc c'est de ça, c'est un effort à faire. Évidemment, comme l'a dit l'ambassadeur, le professeur, bon, ce n'est pas en un jour, c'est pas en un jour, mais il faut que nous soyons dans cet élan-là pour que les choses changent. Merci. Monsieur l'ambassadeur, c'est votre mot de la fin, la première question et la deuxième. Directement, vous allez porter une conclusion. Qu'est-ce qui fait que la RDC ait la peur du Rwanda? Qui est derrière le Rwanda? La communauté internationale ou Non. Les populations congolaises, parlons de ça, n'ont pas peur des Rwandais. Elles sont allergiques. C'est différent. Elles sont allergiques au Rwanda à cause des méfaits de leurs dirigeants. J'ai été au Rwanda. J'ai visité les villages et les montagnes. Je n'ai vu aucun village où les gens disaient « nous allons au Congo parce qu'ici il n'y a pas d'espace, parce qu'ici il n'y a pas d'argent ». Donc c'est la volonté des dirigeants qui ne veulent pas d'une partie de leur population qui a mené cet exode et que dans un mouvement panafricaniste, depuis Kasavubu, on les a accueillis. Et tous nos problèmes avec le Rwanda, c'est quand nous accueillons les Hutus ou les Tutsis, et si le pouvoir là-bas n'est pas Hutu ou Tutsi, c'est la même chose. Nous avons eu tous les problèmes du monde avec le président Kayibanda. C'est suite à cet accord avec Mobutu que, bon, on les éloigne de Bukavu, etc., jusqu'à obtenir la nationalité. Mais le Congo doit rester grand. Le Congo doit rester grand, c'est-à-dire défendre contre tout son intégrité territoriale et défendre les valeurs africaines dont il est porteur. Nous ne pouvons pas rejeter nos frères, qu'ils soient du Rwanda, du Soudan aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas congolais. Non. Est-ce que le Congo est victime de son hospitalité? On est toujours victime de sa bonne foi, parce que tout le monde qui arrive n'est pas de bonne foi. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, n'est-ce pas, pour obtenir des gains collatéraux qui ne sont pas dans... Mais le Congo est grand lorsqu'il représente des valeurs africaines. Les États-Unis sont grands parce que, quels que soient les mouvements d'immigration, l'esprit américain reste. Nous devons garder l'esprit congolais. Alors, monsieur l'ambassadeur, l'État doit collaborer avec l'Église. 63 ans après, pensez-vous que cette collaboration, elle est efficace? Il faut le penser. Il faut le penser parce que l'enseignement, l'éducation
était donné aux prêtres d'abord, et un peu aux protestants. Et avec l'évolution du temps, particulièrement du temps de Mobutu, l'émergence de l'islam, il y a eu des écoles d'islam, etc. On peut penser que les églises, de façon générale, ont réussi leur mission de former les élites. Mais là où le bas blesse, c'est que les églises se jettent maintenant dans l'arène politique. Ce n'est pas bon. C'est les constats les églises, pardon, c'est les constats ou c'est les réalités? Les églises sont faites pour nous donner des valeurs, pour nous les catholiques, les valeurs chrétiennes qui structurent la société. Le respect du vieux, l'amour de l'autre, l'amour gratuit. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Mais dans les petits détails, le nombre d'années de mandat, le nombre de ceci, de cela, je crois que ce n'est pas porteur de bonheur. Souvenez-vous qu'en Amérique latine, on a tenté la théologie de la libération. Ça s'est retourné comme l'eau de Bouddha et ça s'est terminé. Il y avait l'archevêque Romero de Recife, qui était, finalement, l'Église dans sa sagesse divine a préféré que... Mais je pense que ici, la situation que nous vivons maintenant n'est pas plus dramatique que ce que vit la France. Et pourtant, nous voyons la maturité de l'Église française, qui est pourtant soutenue par l'État français. Mais une grande maturité, il sait où s'exprimer, comment s'exprimer. Et le pape François avait écrit... un de ses premiers écrits, Evangelii Gaudium. C'est-à-dire l'évangélisation est une joie, est une fête. Mais apparemment, ici chez nous, l'évangélisation devient une tragédie, un stress. Ils doivent nous donner l'espoir que malgré les difficultés actuelles, eh bien, Israël est là, nous allons y arriver. Merci, monsieur l'ambassadeur. J'aurais un petit mot sur ça. Merci, monsieur l'ambassadeur. Il ne faut pas qu'il me je vous donne 30 secondes, comme ça, le professeur va terminer. 30 secondes, vous voulez dire quoi? Comme ça, le professeur termine l'émission. 30 secondes par rapport à non, ça veut dire que je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas aussi, comme ça, exclure une église de la société. Vous ne pouvez pas exclure l'église, les opinions d'une église de la société elle-même. L'Église opine en tant que membre de la société civile et c'est une autre façon de donner la bonne nouvelle, d'évangéliser dans la joie que de dénoncer ce qui est mal ou une tendance mauvaise. Si la société commence à se retrouver sur une pente mauvaise, vous n'allez pas reprocher à l'Église tant qu'elle ne veut pas prendre de ceux qui dirigent de donner une opinion. C'est cela. Mais la société civile, c'est quoi? C'est des groupes de pression sur ceux-là qui dirigent pour améliorer, parce que le tout, c'est le peuple. C'est à faveur du bien-être, c'est à faveur du bonheur collectif. Mettre un point de vue par rapport à ceci ou à cela. En tout cas, nos règles politiques sont telles que les partis politiques concourent ou exercent le pouvoir. Les autres qui sont de la société civile peuvent nous interpeller. Alors, professeur Kamba Ibouatia, je termine avec vous. L'église doit être au milieu du village ou l'église doit être du bon côté. Alors, on fait allusion à une église ici. Je crois que l'expression concrète est plus adéquate. C'est l'église au milieu des populations, parce que chez nous, les villages ne sont pas formés autour de l'église. Et ça, j'ai aimé aussi, je reviens sur ça, parce que le chef de l'État lui aussi a dit qu'il doit être au milieu du peuple. Et au milieu du peuple, c'est effectivement, lorsque le peuple crie, l'église doit crier avec le peuple. C'est ça, être au milieu du peuple. Alors, professeur Kamba Ibouatia, j'essaie un peu de vérifier. De l'église, oui, parlons de l'église. De l'église. Mobutu, derrière lui, il y avait un cardinal. Après Mobutu, il y a Laurent Désiré Kabila, un cardinal. Joseph Kabila fils, un cardinal encore.
Aujourd'hui, le président actuel, il y a aussi un cardinal qui les reproche à tout moment. Quelle est votre analyse? Pensez-vous que cette église peut réellement faire de la politique? Parce que j'étais avec Mendes qui m'a dit, ils n'ont qu'à se lancer dans la politique, comme ça on va parler politique avec cette église. Non, écoutez, ce que je veux dire engage que moi. Ok. Ok? Et je l'assume. Quand on parle de l'église, de quelle église s'agit-il? Ok. L'église avec E majuscule ou de l'église avec E minuscule? Si on parle de l'église avec E majuscule, ça c'est l'église du Christ. Ok. Ça va? Alors l'évangile avec E majuscule, c'est l'évangile selon le Christ. Avec E minuscule, c'est l'évangile selon les gens de l'église avec E minuscule. Qui aujourd'hui a le devoir de se dire, moi je suis l'église du Christ? Qui? Personne ne peut ici dans le monde entier, au Congo, dire que moi, Kambaï Bouacha, c'est l'église, donc l'église du Christ. Qui? Personne. Alors, personne. Personne ne peut dire que mon église est universelle, parce que surtout c'est les catholiques et les Roms. Hein. On est universel et en même temps on est de Rome. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'église, homme, parce que cette église-là est homme. Personne ne peut dire, moi je détiens la parole du Christ mieux que les autres. Si l'église, qui est supposée être la création, idéalement parlant, la création du Christ, doit suivre l'évangile. Évangile, dans mon entendement, signifie écoute la route, le Nzela. Yoka Nzela, c'est ça l'évangile pour moi. Ouvre un gilet. Yoka Nzela. Si l'église a ça koyoka le sous Nzela te, ça veut dire qu'il est en dehors du Christ. Il est en dehors du Christ. Et dans l'église, qui se considère comme étant meilleure donc du Christ, cette église, ça se trompe dans la direction des choses humaines. C'est cette église qui a tué Kimbango. C'est cette église qui a tué Lumumba. Ok. C'est cette église qui. Et nous avons volé, nous avons violé, nous avons mis le Congo par terre parce que nous avons confondu l'église de Christ avec l'église de Kambaï. Et l'église de Kambaï, ou l'église de l'ambassadeur, ou de mon ami Kambéré, cette église-là qui est humaine, avec les sentiments humains, nous avons tué le Congo. Tous sont des voleurs. Tous, nous tous là. Ok. Nous tous, l'église. Et aujourd'hui, nous faisons l'effort parce que nous voulons briser. Donc, quand un prince de l'église, un Toundre, prince de l'église, commence à ne plus écouter la route et croit que lui est le Christ, nous pouvons dire non. Non. Monseigneur, comment dirais-je, Monseigneur pas Moukeba, je ne connais pas. Monseigneur Mukuna, Monseigneur Kambaï, Monseigneur Kambéré, non, vous vous trompez là-bas. Le Christ ne veut pas ça. Et c'est pas ça l'évangile. Donc nous, élite, comme vous l'avez dit, nous avons le devoir de dire à Monseigneur Kambéré que ne vous mêlez pas de ça. Delphin, je crois que tu as été malin. Merci. Mais c'était quand même un débat, je crois, du début. Nous parlions de l'indépendance. Permettez-moi, parce que la conclusion du débat établit une nécessaire corrélation entre le pouvoir et l'Église. L'Église des hommes. Et oui. Que dit saint Thomas, par exemple? Comment définit-il la loi? La loi, c'est une ordonnance de la raison édictée par l'autorité chargée de conduire une communauté pour le bien commun. Évangile. Donc, il faut... Sur terre, c'est le chef de l'État et les églises doivent l'encadrer. Encadrer quelqu'un n'est pas vivre par défi ou humilier. Encadrer quelqu'un, c'est chuchoter.
Un peu comme Rasputin. Ok. Hein, comme... Non. Moi, je voudrais que nous parlions de l'indépendance. On est vraiment déjà à la fin. On est à la fin. Je fais juste une minute. Nous parlions. 5 secondes. 5 nous, secondes. 5 okay, secondes. bon. Nous parlions de l'indépendance. Il ne faut pas donner l'impression ici que l'émission sur l'indépendance, c'était contre l'Église. Non, non. Nous avons dit, nous tous ici, que c'est des valeurs et des principes républicains qu'on doit pouvoir sauvegarder. Et que donc, lorsque un membre, on parle de l'Église, mais il n'y a pas que l'Église catholique qui critique ce qu'il y a. Lorsqu'il y a des lois, lorsqu'il y a la Constitution, et que ceux qui dirigent, on les voit bien dans une dérive pour aller à l'encontre, il est donné à tout membre de la société. Nous ne devons pas transvertir. Ici, ce ne sont que des valeurs de combat. On a vu, sans être catholiques ou quoi, les apôtres être crucifiés de la manière où ils ont été tués parce qu'ils disaient la vérité à ceux qui dirigent. Et aujourd'hui, on veut nous dire qu'ils ne peuvent pas parler, ils sont là pour chuchoter. Non, ils doivent prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est destinée au peuple. Parler avec manière, pour vous, ça soit la manière. L'important, c'est d'amener ceux-là qui, eux, ont un mandat du peuple selon les lois qui sont constituées. Merci. À agir pour le bonheur. Il ne faut pas qu'ils soient interpellés par tel ou tel autre. Ce n'est pas un problème. Tout en disant simplement aussi que l'Église du Christ, Christ, l'Église du Christ, les apôtres sont des martyrs, on les connaît. L'Église du Christ n'est pas l'Église de citoyens congolais. Merci. Merci, professeur Mais le Christ est venu pour nous tous. Le Christ n'est pas venu pour l'homme. L'évangile, c'est pour l'univers. Merci. Le zéla. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était votre plateau spécial avec les têtes bien faites de la République. Vous étiez très nombreux à nous écrire. Vous avez aimé autant de messages. Vraiment, vous étiez servis. La thématique, c'était 63 ans après l'indépendance. La grandeur du Congo dépasse-t-elle l'élite congolaise? Que faire pour booster son épanouissement? On a parlé de la culture, on a parlé de l'éducation, on a parlé de l'église, on a parlé de la politique, on a touché plusieurs points. Je pense que vous étiez tellement servis. Vos commentaires sur notre chaîne YouTube que vous êtes en train de suivre. Restez fidèles à nos programmes. Sur ces plateaux, j'étais avec monsieur l'ambassadeur Alain Atundou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et professeur Kamba Iwacha, historien. Et Reker Alifasik. Et de l'autre côté, monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné, monsieur Lazik, papa Freddy, monsieur Obed et papa Philemon, l'homme sage de la chaîne, monsieur Noël et Bosco, Bosco qui était là. Bosco, voilà. Merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. L'indépendance, en fait, un peu en termes de l'indépendance politique. La République démocratique du Congo, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant et qui se forge au jour le jour dans le cadre de sa diplomatie. Alors maintenant, l'indépendance, en fait, un peu par rapport également aussi à comment je peux considérer à la manière de penser, à la manière d'agir. Et là, c'est vu un peu sous une grille de lecture de chacun de nous. Tout dépend de cas et des contextes. Moi, personnellement, je me considère comme indépendant parce que je mets toujours en exergue mon indépendance d'esprit. Et même dans le cadre de ce qui peut être activité interactionnelle, bon, on essaye toujours d'une certaine manière de faire voir ce que l'on pense de manière à ne pas être influencé.
Donc voilà, mais on a des soucis sur le plan indépendance économique. Donc au niveau économique, politiquement on est indépendant, mais au niveau économique, la RDC semble encore dépendre. Et dépendre avec les marchés mondiaux, parce que notre économie c'est pratiquement une économie d'importation. Presque tout est importé et moins de produits sont exportés. Pour de produits qui sont exportés, c'est pas dans un état fini. Donc il y a encore en fait un peu cette indépendance économique qu'on se doit davantage de gagner au jour le jour. Et c'est pas par baguette magique, mais on se doit davantage de s'affirmer. Bon, lorsqu'il y a encore des gens qui sont mentalement dépendants, et c'est parmi ces genres de personnes qui croient encore dépendre, parce que vous savez qu'il y a un penseur congolais, Mabika Kalanda, qui considérait que la base de la décolonisation mentale, c'est, comment dirais-je, la prise de conscience. 30 juin 1960, 30 juin 2023, cela fait 63 ans depuis que la République démocratique du Congo a été reconnue comme un État indépendant. En marge de cette célébration de l'indépendance, Eli Koumbi, cadre de l'UDPS, pense que 63 ans après, il y a une évolution en matière démocratique avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. 63 ans après que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale et internationale, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter de toutes ces avancées significatives qu'il y a eu, surtout du point de vue de la liberté d'expression et la liberté des manifestations. À ces jours, nous avons maintenant, et nous voyons, et nous constatons d'ailleurs que les forces politiques sont libres de faire entendre leur voix. Et cela, ça s'est fait dans des conditions telles que nous observons aujourd'hui qu'il n'y a pas de morts comme cela a été constaté avant l'avènement de son Excellence Félix Tshisekedi au pouvoir. Et donc ça, c'est des points très significatifs. Mais au moins cette célébration se passe aussi dans un contexte un peu particulier parce que nous venons aussi en tant que nation de reconnaître le combat de Simon Kimbangu et en consacrant, en décrétant même la journée du 6 avril comme étant journée chômée et payée. C'est déjà une manière pour nous d'amener notre imaginaire collectif à s'ancrer dans notre propre histoire et à reconnaître tout ce qui a été, parce que c'est de tout ce combat-là que est venue notre indépendance, le combat de Papa Simon Kimbangu. Donc c'est aussi une manière pour nous de bien fêter l'indépendance en pensant à tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont aussi précédé nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, tous ceux qui les ont précédés, donc Kimpa Vita et Simon Kimbangu. Rappelons que, sous le haut patronage du chef de l'État, une prière pour la nation sera organisée au stade de Martyrs ce vendredi 30 juin. En marge de la célébration des 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la question de savoir quels sont les acquis de l'indépendance pour la jeunesse congolaise aujourd'hui, le professeur Papi Fernand Kimwanga s'exprime en ces termes. Mais je suis en train de me dire qu'au départ, lorsque les ancêtres et puis nos pères qui avaient demandé l'indépendance l'a demandé, il y avait beaucoup d'attentes. Mais malheureusement aujourd'hui, après 63 ans d'âge d'existence du Congo comme pays, nous nous rendons compte qu'il y a moins d'acquis. Ce que voulaient les précurseurs de cette indépendance, ce n'est pas ce que les Congolais d'aujourd'hui vivent. Hier, on était en train de vouloir éviter l'esclavagisme, mais cet esclavagisme a changé de forme. Nous sommes dans l'esclavagisme économique maintenant, et même financier. Ce qui veut dire, à un certain moment, les Congolais aspiraient à beaucoup de choses avant le 30 juin.
la date seule ne suffit pas pour commémorer l'indépendance. Il faut plutôt une interpellation parce que les Congolais n'ont pas la même perception de l'indépendance qu'avaient les précurseurs des années 1960. Ce que pensent les Congolais de cette date-là, mais c'est une date où nous avons seulement voulu commémorer l'indépendance. Mais est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que les Congolais ont la même perception de l'indépendance qu'avaient les Congolais de la période de 1960? Moi je dis jamais. Jamais, parce que pendant la colonisation, ou juste après la colonisation, pendant que le maréchal Mobutu prenait le pouvoir, le Congo était plus développé que le Canada et l'Afrique du Sud. Madame, le Canada et l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous sommes à la traîne, à la queue. Cela voudrait dire, la date seule ne suffit pas. Un peuple qui va vers le développement, c'est celui qui a un changement de mentalité, dit-on. L'indépendance, oui, est un fait politique, mais l'indépendance n'a pas résolu le problème des Congolais. Il reste encore beaucoup à faire.